Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver ce matin dans le cadre de For You Matin, votre programme de la matinée sur For You Média Africa, votre média panafricain. Eh bien, ce matin, une seule thématique à l'ordre du jour. Nous allons rentrer dans, du moins comprendre, l'un des plus gros scandales de l'histoire à travers, bien sûr, l'USAID. L'USAID qui est bien sûr l'agence des États-Unis pour le développement international. Eh bien, ce qu'on peut déjà dire, c'est que avec l'arrivée du président américain Donald Trump, cela annonce un chamboulement international. Il y a plusieurs décisions qui sont prises avec un budget de près de 40 milliards de dollars destinés officiellement à l'aide humanitaire et à l'aide au développement à travers le monde. Eh bien, l'USAID serait donc au cœur d'un gros scandale mondial. Et bien sûr, vous le savez, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'Afrique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'USAID est justement très implantée en Afrique. Seulement, il y a des révélations depuis la décision du président américain Donald Trump de suspendre certaines aides. D'ailleurs, l'USAID, pour le moment, du côté des États-Unis, ses activités ont été suspendues. Eh bien, les révélations font état de ce qu'il y a, bien sûr, des cas de gros détournements, blanchiment également d'argent, révélations fracassantes sur le rôle de cette institution en ce qui concerne les renversements de pouvoir dans le monde et bien sûr en Afrique, les coups d'État, comme on l'a dit, insurrection, terrorisme, épidémie. D'ailleurs, on parle également de Covid-19 qui serait, voilà, cette pandémie, ou alors on peut dire épidémie pour certains, qui a été justement préparé contre les populations du monde. D'ailleurs, c'est ce qui a toujours été dit sur les médias au plateau panafricain. On peut même parler de génocide mondial à travers l'USAID, très implanté en Afrique. Vous verrez dans le cadre de cette émission, nous allons une fois de plus démanteler les complots, complicités. On le dit tout le temps sur ce plateau, puisque lorsqu'on parle de l'USAID, d'autres le comparent, ou alors comparent justement cette institution, effectivement, comme une autre branche de la CIA. Vous vous souvenez, sur ces plateaux, l'on rappelle tout le temps qu'il y a des agents de la CIA qui sont infiltrés dans nos États. Nous allons de toutes les façons comprendre, analyser cette actualité, et certainement en espérant que cela éveillera encore un peu mieux les consciences de la population africaine. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'instant, ce qu'on peut dire en ce qui concerne notre sujet de ce matin. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur For You Matin. On va rapidement présenter le panel, ceux-là qui vont nous accompagner dans le cadre de cette édition. Albert Anatola ici sur ce plateau. Bonjour monsieur, merci d'être là. Bonjour madame Siké, je salue celui ou ceux que vous présenterez juste après moi. Je n'oublie pas le top management qui nous a donné l'opportunité, n'est-ce pas, de cette tribune d'information d'abord, parce que nous sommes des journalistes. Tout à fait. D'éducation, parce que nous sommes également des leaders d'opinion, mais surtout, mais davantage de conscientisation. Comme je l'ai dit, le site d'information Actu Cameroun nous apprend, madame Siké, que Maître Emmanuel Salah, c'est un avocat au barreau du Cameroun, un avocat camerounais qui exerce au barreau du Cameroun, vient de porter plainte à Néo du côté des États-Unis, précisément à l'actionnaire majoritaire général Atlantique, pour surfacturation, n'est-ce pas, au Cameroun, de ces prestations, bien sûr. Mise en danger de la vie, des vies humaines. Vous savez que lorsque chaque fois qu'il y a ces délestages, ces coupures qui sont très souvent faites sans aucun planning, ça impacte non seulement les ménages, ça impacte également les sites sensibles tels que les hôpitaux, quelquefois en pleine intervention chirurgicale, et retire sans préavis, n'est-ce pas, les énergies. Et en plus, le retour, ça crée, régulièrement, nous observons les cas d'incendie, quelquefois, voilà, avec perte en vie humaine. Il y a également des obstructions, ça impacte les transactions financières. Et
cerise sur le gâteau, Maître Emmanuel Salah nous apprend que l'argent généré par Eneo n'est-ce pas, ne contribue pas à moderniser les équipements, c'est-à-dire les infrastructures de base ou n'est-ce pas, d'exploitation d'électricité, du secteur de l'électricité au Cameroun, mais plutôt cet argent est, n'est-ce pas, sur d'autres circuits financiers, c'est-à-dire vers l'extérieur. Okay. Je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà d'avoir l'idée de porter plainte contre ces imposteurs. Mais en plus, je crois qu'il serait eu davantage d'écho si la société civile camerounaise c'était, n'est-ce pas, c'était ralliée à cette cause. Tout à fait. Mais sauf que notre société civile, en tout cas du côté du Cameroun, est occupée à d'autres choses qu'aux véritables problématiques des Camerounais. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Albert Anatole, ici pour cette merci d'être là ce matin et surtout cette information. Le quotidien des Camerounais, on a longtemps le dit, tout le temps sur ces plateaux de For You Media Africa. En tout cas, le peuple camerounais vit au rythme des coupures intempestives, justement, d'électricité. Nous espérons que la situation sera très vite rétablie. L'autre invité sur ce plateau, le docteur Yam Timba, également qui va partager ses minutes ou alors ses heures avec nous. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, Madame Siquet. Bonjour à Triple A. Vous choisissez quoi, les minutes ou les heures? Les heures. Ah, okay. Donc, ce sera donc quelques heures. Quelques heures, oui. OK. Et bonjour à ceux qui nous regardent ce matin et qui nous font l'honneur de nous écouter. Voilà le décor planté, chers téléspectateurs. Nous allons, bien sûr, vous le savez, vous aurez également l'occasion de participer à cette émission tout à l'heure. Les numéros de téléphone seront affichés au bas de votre petit écran, ce qui vous permettra également d'apporter votre point de vue sur la question posée ce matin. Alors, je vous propose, pour planter le décor, nous allons prendre tout simplement un petit extrait. Vous pouvez également retrouver cet extrait à travers différentes plateformes pour essayer de comprendre, mais il y a également des documents qui sont en circulation. Donc nous allons analyser tout simplement et froidement, comme nous avons l'habitude de le faire, la situation. On prend avec le concours de la réalisation ce petit extrait, ensuite on revient sur le plateau. En fait, on savait depuis longtemps, tous les journalistes d'investigation, tous les journalistes citoyens en fait qui ont un petit peu travaillé sur ces sujets, savaient que l'UCED est une espèce de caisse noire de blanchiment des ingérences américaines, que ce soit du Pentagone, du département d'État ou même de la CIA. Et d'ailleurs, on a le journaliste d'investigation qui s'appelle Mike Benz qui a révélé énormément de choses sur l'UCED et qui a montré en fait comment l'UCED finalement était un peu entre deux, entre la CIA et le département d'État, c'est-à-dire qu'il constituait à fournir énormément d'argent à des ONG via toute une galaxie d'ONG, notamment via la National Endowment for Democracy. D'ailleurs, Mike Benz, il a dit que la National Endowment for Democracy ne serait rien sans l'UCED, puisqu'en fait, c'est l'UCED qui apporte de l'argent. On est sur des montants qui sont énormes. Et en fait, tout ça... La National Endowment for Democracy qui, en plus, rémunère des gens qui sont en politique. On voit le détournement de fonds direct. Par exemple, Victoria Nuland a été rémunérée par l'ANED. Donc, oui, ces mecs se font rémunérer quand ils sont pas en poste. Ils arrivent quand même à se faire rémunérer via les ONG. Ils disent non, on n'est plus fonctionnaire américain parce que on a perdu les élections où on a été viré. Mais en fait, même virés, ces mecs se font payer par l'État quand même. Oui, et puis après, moi, je sais pas trop au niveau des politiques internes aux États-Unis, mais ce qui est sûr, c'est que la NED a toujours été, depuis sa création, un paravent de la CIA. Ça a été, c'était introduit avec l'UCED dans le programme qui avait été créé par Ronald Reagan, un programme qui était le Democracy Programme, qui consistait concrètement, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, de pouvoir faire des ingérences pour aller vers servir Washington via plusieurs ONG. Et en fait, on voit que tout ce qui est l'UCED ou la NED, même le patron de la NED, à une certaine époque, a dit ouvertement que ce qu'il faisait était l'équivalent de la CIA, en fait. Donc là, on voit que ce soit l'UCED, département d'État, et NED, ce sont des mêmes programmes qui appliquent des politiques pour faire des ingérences américaines et pour surtout servir une certaine idéologie. Et là, avec les révélations qui sont en train d'être faites, on voit que l'UCED a financé des choses de plus en plus douteuses. Et du gâchis, c'est 15%.
ce qui fait donc 700 milliards et 1 trillion, donc 1,7 trillion de dollars par an entre fraude et gaspillage direct ou indirect. Enfin, on a Mike Pence qui nous dit, en interviewant donc Steve Bannon, qui n'est pas en odeur de sainteté pourtant avec Trump, sans l'UCED, Bolsonaro serait encore au pouvoir au Brésil. Et on va faire défiler toutes ces déclarations. C'est vraiment un niveau de scandale exceptionnel. Amélie, encore une fois, ton analyse à partir de là. Bah oui, j'allais reprendre en fait ce qu'a dit Mike Pence, qui est encore une fois qui est un excellent journaliste qui a travaillé sur ces questions. Et Mike Pence, lui, il dit que la NED, même la CIA ne serait rien sans l'UCED. Donc on voit que l'UCED a vraiment servi à financer des opérations qui étaient décidées soit par la CIA, soit par le département d'État, soit par le Pentagone. Et là, ce qui se passe avec toutes ces découvertes, il y a eu des découvertes avant, hein, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on regarde les rapports de l'UCED, qu'on voit qu'il y a des choses qui sont extrêmement douteuses, mais là, ce qui est en train de sortir en termes de scandale, c'est que notamment l'UCED a financé avec l'organisme d'Anthony Fauci, qui était donc la NIH, donc la National Scientific Institute, pour financer le patient zéro de Wuhan, qui était le patient zéro du coronavirus. Ça veut dire que l'UCED, donc l'argent du contribuable américain, a directement financé des recherches sur des gains de fonction dans le laboratoire de Wuhan, qui est soupçonné d'être à l'origine du coronavirus. Ça, il faut qu'on souligne cette info, parce que là, tu as raison, c'est sans doute le truc le plus gros. Tu nous le balances direct. En effet, donc Musk arrive en disant bon voilà, on a la preuve qu'on a financé Fauci. Musk a dit c'est pour ça que j'ai déclaré mes pronoms sont poursuivez Fauci. Et le pire, c'est qu'il déclare que cette bourse, donc en effet, pour le patient zéro du Covid qui fait de la recherche dans le P4 de Wuhan, cependant que je vous le dis face caméra, il faut que je regarde l'écran en même temps, mais là je vous le dis face caméra, c'est retenez-le par pitié. C'est désormais la position officielle de la Maison Blanche que le Covid sort du labo P4 de Wuhan. Pourquoi Didier Raoult n'y croyait pas? Parce que c'est un mec bien et intelligent. En fait, lui, il savait que les gains de fonction ne marchent pas. Il le savait. Parce que depuis 30 ans qu'il fait de la microbiologie, il sait qu'en réalité, les agents pathogènes deviennent encore plus dangereux quand on leur enlève des morceaux de génome, pas quand on leur en rajoute. Mais heureusement, les abrutis qui ont financé ça ne le savaient pas. Mais les intentions étaient là. Victoria Nuland a dit clairement, cash sans pitié, elle a dit oui, UCED a servi à financer des biolabs en Ukraine. Les fameux qui étaient une théorie du complot. Toutes les théories du complot s'avèrent là. C'est ça qui est abominable en fait. C'est que d'une part, tous les enfoirés, les pseudo-journalistes qui ont dit non, aucune chance que ça sorte d'un labo, que cette théorie complotiste, si vous y croyez, vous êtes d'extrême droite. C'est Julien Pain qui a écrit ça. Check News aussi, hein, Libération, quand on veut du fumier, on va à la porcherie. Ils ont écrit ça. Qui croit à ces théories d'extrême droite, du complot, etc. C'était la vérité. Et ces gens qui sont des pseudo-journalistes, même des anti-journalistes, puisqu'ils ont détourné le public de la vérité, ce qui est donc l'opposé du premier devoir de la Charte de Munich. Le premier devoir de la Charte de Munich, c'est d'amener les gens à la vérité. Là, ils les ont détournés. Ils ont terrorisé intellectuellement, ils ont détruit la vie de gens qui enquêtaient là-dessus et qui disaient mais bien sûr que ce virus sort d'un laboratoire. Vous croyez quand même pas qu'une épidémie mondiale dans une ville où il y a un P4, les villes qui ont des P4, vous savez combien il y en a dans le monde? Ça se compte certainement sur les doigts de 2 ou 3 paires de mains maximum, même en incluant les laboratoires illégaux, etc. Donc on peut pas dire à quel point les journalistes, les pseudo-fact-checkers ont menti, ont terrorisé intellectuellement les vrais journalistes, ont terrorisé intellectuellement le public, et aujourd'hui, c'est la position officielle de la Maison-Blanche que le Covid sort du P4. Voilà, merci à la réalisation pour cet extrait. On revient donc sur le plateau pour parler de ces révélations. On sait que l'UCED, on l'a annoncé tout à l'heure. À l'entame de cette émission, on rappelle, il s'agit de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce qu'on sait, c'est que cette agence finançait énormément de projets ou d'activités dans le monde et précisément en Afrique. Vous avez écouté, il y a des ONG, surtout par des ONG, effectivement. On parle d'accusations de coup d'État, renversement de pouvoir via ces différents financements. Il y a même des politiciens ou alors, oui, des hommes d'État, des personnes à la tête de certains États qui sont financés, qui sont payés, qui sont rémunérés, effectivement, pour être à la tête de ces États. Et on a écouté vers la fin de cet extrait, du moins à la fin de cet extrait, on comprend effectivement qu'il y a des épidémies
qui sont financés le cas de coronavirus qui sort d'un laboratoire qui a donc été financé, qui a été fabriqué. À quelle fin? De toutes les façons, nos invités sont là avec eux. Nous allons bien sûr commenter l'actualité. Albert Anatole a ici plusieurs éléments. Vous avez effectivement aussi mené vos propres enquêtes. De toutes les façons, cela rejoint ce que vous avez l'habitude de dire ici sur ces plateaux depuis d'ailleurs plusieurs années pour parler par exemple de la CIA. On dit par exemple l'UCED se situe entre la CIA et bien sûr le département d'État américain. Il s'agit entre autres de servir, de permettre, de faire en sorte que les États-Unis puissent avoir ce droit de regard, une ingérence américaine dans les différents États et surtout les États africains également pour ce qui nous concerne. Écoutez, Madame Siké, ceux qui lisent, vous savez, pour cacher quelque chose à une noix, il faut le mettre dans un livre. L'élément que la réalisation vient de nous proposer, ce n'est pas une curiosité. Effectivement. C'est quelque chose qui date depuis. Oui. Je crois que pour ceux qui ont pu lire ou bien le rapport d'Henry Kissinger, oui, ne peut pas être surpris par ces révélations. Oui, ces révélations. Enfin, si vous le dites comme ça. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà. Oui. Ceux qui n'étaient pas au courant, qui a lu le rapport d'Henry Kissinger, ça date de 1979, je crois. Donc, ils ont mis ça, c'est clair là-dedans. Et sur ce plateau, j'ai également l'habitude de convoquer une autre nébuleuse, que vous appelez Africom. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous avez donc, j'ai envie de dire, une organisation militaire qui a vocation installée sur le continent africain, qui a vocation à lutter contre les menaces asymétriques, à assurer la sécurité en territoire africain, mais qui est commandé par un Américain, qui a le commandement américain. Sur ce même plateau, il y a quelques semaines, je vous rappelais que depuis quelque temps, il y a comme une sorte d'inflation, j'ai envie de dire, pour parler comme il y a un petit peu en économie, d'inflation d'agents étrangers, notamment de la CIA. De la CIA, oui. Non seulement au Cameroun, mais dans la plupart des pays africains, notamment au Nigeria, au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils sont pleins là, en Afrique de l'Ouest, au Sahel, au Maghreb, ils sont pleins là-bas. Parce que justement, ils sont en train, pour certains, ils sont en train de planifier des projets de déstabilisation. Pour d'autres, ils sont en train d'installer des laboratoires bactériologiques, comme c'est le cas au Cameroun, comme c'est le cas au Nigeria, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains. Je crois que si je ne m'abuse, rien que sur le continent africain, les États-Unis disposent d'au moins entre 300 000 et 400 000 laboratoires bactériologiques sur le continent africain. En Afrique, en Amérique du Sud, c'est pareil. Oui. Ça sert à quoi? Mais ça sert à faire, c'est que régulièrement, les Congolais sont victimes. Ebola et consorts, ça ne finit jamais le palud. On vous dit que l'USAID, ça permettait de financer les programmes de lutte contre le paludisme sur le continent africain. Tout à fait. Les programmes contre le VIH-Sida. Le VIH-Sida, effectivement, oui. N'est-ce pas? Le programme contre, je crois, le diabète, je crois, un truc comme ça, entre l'éducation, les problèmes de développement. Mais en fait, il y a toujours derrière de tels projets, d'autres projets. Et justement, nous sommes en plein dans le scandale. Nous sommes en plein dans le scandale, ça a dit qu'en réalité, lorsque, avant la fermeture, n'est-ce pas, provisoire, parce qu'elle est provisoire, c'est la fermeture, n'est-ce pas, de l'agence USAID. Elle est provisoire. Elle est provisoire. Mais avant cela, lorsque Trump arrive, il y en a qui vont nous qualifier d'anti-vax, parce que depuis toujours, nous avons été contre, n'est-ce pas, contre le Covid. Oui. Quel est le premier acte qu'il pose, M. Trump? Le premier acte qu'il pose, c'est un décret qui signe et qui consacre la sortie des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'il reproche, là maintenant nous sommes dans le langage diplomatique, qui reproche d'avoir pas été capable de gérer la pandémie du Covid-19 à travers le monde. Ça c'est pour, n'est-ce pas, ça c'est le côté court. Maintenant, le côté jardin, c'est d'autres choses, c'est d'autres scandales. Parce qu'en réalité, ce qu'il ne dit pas, c'est que l'OMS est au service des Big Pharma. L'OMS est au service
de l'état profond. L'OMS est au cœur des scandales. Donc l'OMS est en vérité l'argent que les États-Unis envoient dans cette organisation, c'est des dépenses. En plus, dans sa politique de réduction des dépenses publiques, il faut donc se désengager, n'est-ce pas, de certaines institutions internationales telles que l'OMS. Il vient également de consacrer la sortie des États-Unis, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà, les États-Unis viennent également de sortir de cette affaire-là parce qu'ils sont également les grands financiers, les grands pourvoyeurs de fonds, tout comme l'OMS, entre autres. C'est pour vous dire quoi? C'est pour revenir dans le débat. L'USAID, c'est le cheval de Troie des États-Unis dans leur guerre géopolitique, dans leurs ingérences géopolitiques, dans leur positionnement géostratégique. Oui. Sous le fallacieux prétexte d'aide humanitaire américaine. Régulièrement, ils choisissent, et la plupart de ces agents qu'ils envoient pour soi-disant comme étant des bénévoles pour gérer les opérations d'aide américaines, ce sont très souvent des hommes en tenue. C'est des militaires. C'est des militaires qui sont présentés comme étant des civils dans les volontaires. Et on voit cette prolifération effectivement d'ONG aujourd'hui absolument, sur le continent africain notamment. Sur le continent africain et relativement en Europe. Mais davantage sur le continent africain où justement ils créent des calamités. Parce que c'est très souvent le cas qui crée des calamités. Le VIH, c'est quelque chose qui a été créé en laboratoire. Oui, de toutes les façons, lorsqu'on écoute la révélation, du moins, comme on l'a dit, même durant la période Covid, que cela a une fabrication, effectivement, cela envoie oui, le VIH a été créé en laboratoire. L'Ebola, ça a été créé en laboratoire. Entre autres, vous avez plusieurs pandémies. Le Dr. Deans, vous avez plusieurs maladies comme ça qui sont créées en laboratoire. Mais paradoxalement, ils ont eu l'antidote. Oui. C'est-à-dire, aussitôt, le Covid-19 a commencé à faire des dégâts à travers le monde et ils avaient le vaccin. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais pour le palu, ils n'en ont pas. Pour le VIH, ils n'en ont pas. D'après eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de vaccin contre le VIH. Ils n'en ont pas encore. Parce qu'ils prétendent que c'est un virus ARN. C'est-à-dire que constamment mutant. C'est un virus mutant. Bon. Est-ce que le virus du Covid-19 n'est pas mutant? Allez savoir. Bref. Deuxième grille d'analyse, cette fameuse aide américaine, il n'y a pas d'aide humanitaire américaine, au travers de cette agence, justement, je crois que c'est plus de 50 milliards de dollars qui étaient gérés par cette agence américaine et qui servait justement, qui permettait soit de financer des coups d'État, de payer des mercenaires, de tenir certains dirigeants ou n'est-ce pas, de faire chuter d'autres. En fait, c'est comme ça que ça vient juste à dire que les gars, ils vous créent ce que nous avons l'habitude d'appeler ici des révolutions de couleur. Des révolutions de couleur. Ils vous créent un truc, ils vous créent une période de quelque chose, ils vous créent un contentement quelque part, et puis voilà. Cet argent qui sort pas du côté du département d'État, ils ont dit le Pentagone, ou directement par ces agences, ça finance dans le reste. C'est ça, comment ça fonctionne. Donc, une fois de plus, pour ce premier jeu, Madame Siké, cet élément qui a été présenté par la réalisation nous conforte, à savoir que nous ne sommes pas dans la manipulation de l'opinion. Le bavardage. Ce n'est pas le bavardage non plus, c'est qu'effectivement, nous sommes aux avant-postes de l'information stratégique. Tout à fait. À savoir que ce qui est fait sur le continent africain, notamment des calamités, c'est-à-dire les pandémies, vos affaires de réchauffement climatique et conseil, je ne voudrais pas dire ici que je suis un climato-sceptique, non. Mais vous avez quand même des choses qui sont créées pour empêcher le continent africain de s'industrialiser, de se développer, et pour en faire exclusivement soit un dépotoir, une zone d'influence, un continent pourvoyeur de matières premières pour faire fonctionner les industries. Et la preuve, c'est que
ils nous interdisent désormais de manger le porc-épic qui se balade derrière notre maison, de manger, n'est-ce pas, l'antilope, parce que c'est désormais devenu des espèces protégées. Parce que eux, ils combattent, n'est-ce pas, le changement climatique. Et ils protègent la nature. Merci à vous, Monsieur Aïssi, pour ce premier jet. Dr Yom Timba, l'UCED qui favorise dans cette ingérence pour servir Washington, bien sûr via des ONG, les ONG qui reviennent une fois de plus. On a l'habitude de les dénoncer, mais lorsqu'on regarde également les événements en Afrique, le contexte actuel, soulèvement par-ci, épidémie, pandémie, par là, on impose effectivement certains concepts entre haute démocratie, droits de l'homme. L'on comprend mieux, peut-être pas mieux, mais l'on comprend encore davantage l'existence, l'intérêt justement de ces différents ONG internationaux, si je peux le dire ainsi, dans nos États, et surtout qui sont prêts à financer, à mettre énormément d'argent pour financer certains projets qui au finish ont simplement été implantés ou créés afin de garantir cette mainmise américaine dans le monde. Il faut qu'on comprenne comment fonctionne le monde. Si on le comprend, rien n'est vraiment extraordinaire. Qui crée l'USAID? C'est John Fitzgerald Kennedy en 1961. Sur la base de quoi? Sur la base d'inexactitudes scientifiques d'un économiste qu'on appelait John Kenneth Galbraith, qui était ambassadeur des États-Unis en Inde à l'époque, etc. Et qui avait formulé une théorie qu'on appelait l'économie du développement. Oui. L'un des principes de l'économie du développement, c'était de dire que les puissances occidentales, dont les États-Unis en tête, pouvaient conduire les pays sous-développés, le tiers-monde, comme on appelait à l'époque, à sortir du sous-développement grâce au financement d'un certain nombre de programmes. Oui. Et ces programmes devaient donc essentiellement porter sur la santé, la formation des ressources humaines, etc. Et que grâce à cela, ça pourrait, en fait, on aurait un monde qui serait relativement équilibré en termes de développement. Kennedy, qui, à cette époque-là, vient d'arriver au pouvoir avec toute la vague d'espoir, l'optimisme, l'idéalisme de l'époque, crée cet organisme. Il crée cet organisme-là, l'Agence internationale de développement des États-Unis. Et quand il crée cet organisme, eh bien, il commence effectivement à faire un travail qui, à l'époque, apportera quelque chose à l'humanité. Le développement de l'USAID va donc va attirer l'attention d'autres agences gouvernementales qui vont se dire « Ah, mais c'est intéressant ça ». Parce que comme ils étaient totalement apolitiques, ils étaient surtout dans des secteurs sociaux, eh bien, il y a beaucoup d'agences qui ont remarqué la proximité avec le peuple, l'introduction au sein des masses populaires. Et donc, du coup, la possibilité d'utiliser ce réseau mondial, je rappelle qu'aujourd'hui, l'USAID, c'est 10 000 employés dans le monde, avec 44 milliards de budget cette année, et parmi les qu'ils ont utilisés, parmi les 68 milliards de dollars que le gouvernement, l'année dernière, que le gouvernement Biden l'administration Biden a mis dans le financement de l'aide internationale. Ils ont capté 44 milliards et ils en ont sur les 68 milliards. Donc, et ce maillage planétaire, évidemment, va se révéler être un outil extrêmement important lorsque Reagan va arriver au pouvoir en 1980. Là, ils vont se rendre compte qu'ils pourraient l'utiliser. Et le grand objectif de Reagan et de l'Église catholique, avec Jean-Paul II, qui était d'abattre le bloc communiste, de le démanteler. Ils vont donc utiliser l'USAID pour justement, ils vont se rendre compte de l'intérêt de l'USAID et ils vont donc utiliser l'USAID pour pouvoir donc aller, si vous voulez, réorganiser 2 ou 3 choses. La première, c'était si vous voulez, de réformer totalement les opinions
Donc, on va s'assurer à travers un certain nombre d'actions, oui, on va pousser la démocratie, oui, on veut former les gens, oui, on veut soutenir les femmes, oui, on veut aller dans la santé. Ça permet de modifier les opinions publiques. Oui. Et cette modification des opinions publiques sous le couvert de la promotion de la démocratie, de l'inclusion des femmes dans la politique, de la participation des jeunes en politique, va modifier en profondeur les opinions publiques en faveur en réalité des États-Unis. Et vous comprenez que dès le début des années 80, donc, tout le monde va comprendre que c'est une centrale de renseignement et une centrale d'approche, un outil d'approche et d'introduction qui était fantastique. Donc ils vont modifier les opinions publiques. Et la deuxième chose, ils vont créer une sorte de, si vous voulez, de dette morale. Parce qu'en finançant, par exemple, les éléments de santé, en réalité, beaucoup de cadres dans le monde, sans s'en rendre compte, vont devenir des honorables correspondants. Ils ne seront pas payés pour ça. Je parle de ceux qui sont dans les pays, je ne parle pas des cadres américains de l'USAID. Vous aurez des responsables d'hôpitaux, vous aurez des ONG locales qui seront financées, qui vont se mettre à faire des rapports, parce qu'il faut faire des rapports sur l'utilisation de l'argent. Ils vont se mettre à faire des rapports et évidemment, il faut plaire pour s'assurer que la subvention qui arrivera, d'abord qu'elle sera maintenue et mieux qu'elle sera meilleure l'année qui suit. Donc, ils vont se mettre à pondre des rapports qui seront de plus en plus qui vont contenir de plus en plus d'informations. Et tout naturellement, le bras du renseignement extérieur américain, la CIA, va se dire, mais là, on est sur une mine d'or. Voilà comment l'USAID va être phagocyté, cannibalisé par la CIA et totalement exploité pour faire tout ce qu'on peut faire. Et il y a d'autres organisations qui vont donc être les bras armés de l'USAID, ils ne pouvons pas aller partout, comme par exemple l'Open Society de George Soros. Et les révolutions, on va vous parler des révolutions orange, on va parler de tout ce qu'il y a eu, par exemple, la lutte des Contras au Guatemala, là on parlait de Bolsonaro, on parle de tout ce qui est, de tous ces pays-là. Je vais vous envoyer une carte, madame, si vous le permettez, qui va montrer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, les pays bénéficiaires, les pays qui ont le plus bénéficié de cette aide-là. Et vous verrez, parce qu'on se rendra compte clairement qu'il y a un lien entre la situation que vous pouvez observer entre cette aide et la situation d'un certain nombre de pays, par exemple en Afrique spécifiquement. Je viens de vous envoyer une carte. Enfin, ce n'est pas une carte, c'est un graphique. Donc, vous allez voir, mais peut-être que je peux l'appuyer par effectivement une belle carte du monde qui, elle vous permet de voir l'importance de l'aide de l'USAID à travers le monde. On peut commencer par la carte, puis on reviendra à la carte du monde et on reviendra en Afrique. Donc, ils vont utiliser, la CIA va cannibaliser donc cet outil et son budget va monter en flèche. 44 milliards de dollars, c'est le PIB du Cameroun, pratiquement. Pratiquement. Et donc, quand vous avez, et c'est la moitié du PIB, un peu plus de la moitié du PIB de la CEMAC, c'est des choses extrêmement importantes parce que ça permet de voir clairement quelle est la puissance, la force de projection de l'USAID à travers le monde. Et ils vont donc exploiter ce maillage international. 10 000 employés, ils ne travaillent pas tous à Washington, 10 000 employés dont probablement 70 à 80% sont dans le monde ou peut-être même un peu plus. Ça veut dire qu'ils sont partout. Et le fait d'être partout va donc permettre à ces gens-là de rentrer dans d'avoir de plus en plus de ramifications et de rentrer dans de plus en plus de détails, dans plus d'aspects détaillés qui vont leur permettre de se retrouver, par exemple, on a parlé de Wuhan, de se retrouver impliqués dans par exemple, les activités de la NIH, la National Institute of Health. Et on a parlé du docteur Fauci tellement de fois, et je crois qu'il a été gracié lui aussi. Donc, vous avez tous ces travaux, donc vous avez cette carte du monde. Notez bien, observez bien. Les points sont les plus importants là où il y a les conflits dans le monde. Observez bien. Vous verrez que l'Amérique du Nord, l'Europe,
Et puis l'Extrême-Orient, l'Asie, l'Amérique du Sud, c'est légèrement, c'est pas très présent. Mais c'est extrêmement présent. Regardez l'Afrique de l'Est et vous constaterez que les grands foyers de tension, de conflit en Afrique, c'est l'Afrique de l'Est et c'est la partie de la CEDEAO. Et vous observerez, on parlait du Rwanda, vous voyez, le Rwanda vous voyez que le Rwanda c'est totalement en vert. Et puis il y a la RDC. Et vous voyez le Moyen-Orient. Vous voyez le Moyen-Orient, vous voyez comment ça chauffe. Et là, vous avez l'Asie centrale, les portes de la Russie, c'est-à-dire la frontière ouest de l'OTAN. Et donc, on va concentrer beaucoup de choses là. Et je vous parlais tout à l'heure, vous voyez les pays en Amérique latine, les pays qui ont le plus de conflits, c'est quoi? C'est le Venezuela, c'est la Colombie, c'est la Bolivie, où le président a osé nationaliser les hydrocarbures. Et puis, vous avez l'Amérique centrale, avec donc tout ce que cela comporte. Et vous avez les Caraïbes, dans des pays indociles comme Haïti et tout le reste. Donc, vous voyez que, en fait, et quand vous observez spécifiquement, vous notez que les 3 pays de l'AES, ils y étaient très présents. On parlait d'à peu près 800 millions de dollars. Oui, on voyait qu'ils étaient très présents. Et le Nigeria, qui est en pleine turbulence depuis des décennies, vous voyez que c'est très présent là-bas. Donc, c'est ça, en réalité, que les gens doivent voir. Et ils se disent, mais il fallait quand même beaucoup de ressources pour un tel déploiement international. Donc quand vous regardez, vous rapportez ça aux pays les plus endettés d'Afrique. Parce que voilà, vous avez l'aide extérieure américaine en Afrique subsaharienne. Donc vous voyez que tous les pays qui étaient touchés, où l'USAID était, font partie de tous ces pays. Mais quand vous regardez cette liste, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez une chose assez curieuse, c'est qu'il y a une guerre en Éthiopie, il y a la guerre en Somalie, il y a la guerre au Nigeria, il y a la guerre en RDC, il y a le Kenya qui suit. Il y a des soulèvements, mais le Kenya suit pratiquement tout ce que font les États-Unis. Il y a une guerre au Mozambique, le Soudan du Sud est en guerre, l'Ouganda est en guerre, la Tanzanie, le président a été carrément tué, le Soudan, ils sont toujours en guerre, l'Afrique du Sud, il y a énormément de problèmes sociaux particulièrement, le Niger, c'est l'AES, la Côte d'Ivoire, elle a risqué une partition en 2, et le Sénégal, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de revenir dessus, on sait quelle est la présence, quel est le travail que l'Open Society fait là-bas. Donc quand vous regardez tout ça, et on parle quand même de près de 16 milliards de dollars que les Américains viennent mettre dans le cadre de l'aide extérieure qui porte essentiellement sur la présence de l'USAID. Or, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir? Si vous prenez 15 milliards de dollars, les Américains ont annoncé sous Barack Obama 7 milliards de dollars pour l'électricité. On n'en a jamais vu la couleur. Mais ils sont quand même capables de mettre 15 milliards de dollars à travers l'USAID, oui. Les gens qui en bénéficient le plus. Donc, en fait, et ça c'est extrêmement important, il faut que les gens le sachent. Dans le document de stratégie nationale du renseignement et des luttes contre le terrorisme de la France, ils disent que le renseignement, c'est l'ensemble des informations collectées, analysées et traitées par les agences. Et que tout cela est justifié par, 1, leur place de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, 2, leur rayonnement culturel dans le monde, 3, leur dynamisme économique, et 4, cela est justifié par les impératifs de sécurité nationale. Quand vous prenez ces 4 éléments, vous imaginez que les États-Unis ont ces 4 éléments, mais un peu plus en plus important que la France. Et vous comprenez donc tout de suite qu'en réalité, tel que le monde fonctionne, et c'est une leçon pour nous les Africains, oui. Ce n'est pas un objet de commentaire simple, c'est une leçon de géopolitique et de géostratégie qui doit nous apprendre que les 4 éléments que je viens de citer doivent guider toute politique extérieure parce que ces 4 éléments signifient les intérêts vitaux. C'est ce qui est dit dans le texte, quand on résume, les intérêts vitaux des nations. Les Américains ont besoin d'avoir ce déploiement international que nous avons vu parce qu'ils ont besoin de collecter le maximum d'informations possibles et ils vont superposer l'USAID, National Endowment for Democracy, la CIA et tout le réseau des ONG
américaines qui donnent des subventions à d'autres ONG à travers le monde, qui interviennent, etc. Sans compter le réseau des ambassades, sans compter les entreprises américaines qui sont partout dans le monde. Soyez pas naïfs, toutes les entreprises collectent des informations pour leur pays, sans compter les touristes. Soyez pas naïfs. Mais tous les touristes sont des tous les touristes, ne soyons pas naïfs, hein. Tous les touristes sont des agents de renseignement. Ce qu'on appelle le renseignement, ce qu'on appelle une information pour le renseignement, c'est une chose aussi banale qu'une photo. Oui. Quelqu'un a pris une photo devant un monument. Vous, monsieur tout le monde, vous n'y verrez pas grand-chose. Mais l'agent de renseignement peut se rendre compte que la rue a changé. Il peut se rendre compte qu'il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée. Il peut se rendre compte que derrière, cette rue-là peut servir de planque. Il peut se rendre compte qu'il y a une concurrence qui s'est installée. Bon, vous, le grand public ne verra pas ça. Mais un agent de renseignement, il verra une foule d'informations qu'il peut exploiter. Un touriste, écoutez, il ne quitte pas chez eux mais ils veulent se balader, découvrir le monde. Mais tous les touristes jouent le rôle d'agents de renseignement sans le savoir. Alors, les correspondants des médias, eux, ça va de soi. Ça va de soi. Tous les chercheurs, parce que chaque fois que vous les recevez, croyez-moi, ils font des rapports à leur pays. Donc, au fond, l'USAID, les Américains qui ont capté et cannibalisé cette organisation à partir des années 80 et qui l'ont abondamment utilisée, vous avez vu la présence en Asie centrale. Évidemment, vous comprenez qu'après la chute du mur de Berlin, il devait être présent. Vous avez vu les pays, tous les pays où il y a des conflits aujourd'hui, par exemple en Afrique, l'USAID est présente et elle est présente de manière importante. Et tout à l'heure, AAA parlait de Africom. Les Américains ont divisé le monde. Mais ils se prennent pour les dieux. Hein. Ils ont divisé le monde en commandements. Ils ont le commandement des États-Unis, ils ont le commandement nord-américain, ils ont le commandement européen, ils ont le commandement Asie. Le problème qu'ils ont jusqu'aujourd'hui, c'est avec le commandement Afrique. Et ils pensaient qu'ils allaient trouver une base au Cameroun, au Sénégal, là ils sont en train de chercher, au Maroc, au Sao Tomé et Principe où ils ont une très grande base, et puis au Botswana, etc. Mais ça a du mal à prendre. Et ils ont même essayé avec le Tchad, mais ça n'a pas pris. Et le Niger, l'installation au Niger, c'était dans ce but-là, mais ça n'a pas marché. Et systématiquement, le général qui commande Africom, il est noir. Parce qu'il faut jouer sur la sympathie avec le continent noir. Donc, il y a toutes ces agences de renseignement, en fait, toutes ces centrales de renseignement qui sont construites par tous ces pays-là. Et nous devons nous poser la question de savoir, nos propres services de renseignement ont quel maillage, ont quel réseau. Les Français, par exemple, chez nous, ils ont quoi? Ils ont le franc CFA, avec son corollaire, c'est-à-dire le système bancaire qui est tout autour. Ne rêvons pas. Tous ces gens font des rapports à la BEAC. Laquelle BEAC est obligée de faire un rapport au Trésor français. Donc, tout le système financier qui existe dans les pays où on utilise le franc CFA, c'est en fait un système de renseignement. Ça, c'est un. Et puis deux, vous avez le système qu'on appelle Code CIMA. C'est un système intégré fondé par les Français qui permet de savoir tout ce qui se passe dans le secteur des assurances. Vous avez le système OHADA, qui est le système qui leur permet d'avoir une certaine lisibilité du monde des affaires et qui doit rendre compte. Vous avez créé combien d'entreprises, de quel type, de quelle nature, qui font dans quel objet, etc., etc. Ils anticipent donc sur la concurrence, etc. Et vous avez tout le système de ce qu'ils appellent la francophonie, qui est également une autre centrale de collecte de renseignements. Mais là, de façon très spécifique, ils vont surtout aller dans l'agence universitaire de la francophonie. Je vais insister là-dessus particulièrement. Ça va leur permettre de savoir quel genre de chercheurs vous avez, ils travaillent sur quoi, ils sont à quel niveau, ils vont où, ils visent quels objectifs, ils cherchent à comprendre quel problème et vers quelles solutions vont-ils. Et vous avez ces agents, donc tout ce qui est lié à l'organisation de la francophonie. Centre culturel. Ah, ça c'est évidemment, c'est-à-dire à travers leurs ambassades, vous avez donc les démembrements qui sont les instituts français, etc. Vous avez les programmes comme Campus France qui leur permet, tous vos gars qui passent par là, quelles recherches ils font, quelles formations ils ont, quelles sont les solutions qu'ils peuvent trouver, etc. Donc, etc., etc. Donc, vous voyez que chaque pays qui se prend au sérieux et qui pense qu'il est une puissance de niveau mondial, en tout cas une puissance, met en place ces centrales de renseignement et ces centrales de renseignement lui permettent discrètement à la fois
de savoir ce qui se passe partout, d'écouter le monde en fait, de savoir ce qui se passe partout en écoutant le monde, mais également discrètement de monter ce qu'on appelle les black ops, les opérations sous couverture, qui peuvent être aussi banales que l'organisation de meetings, de conférences, de la production des brochures, des choses comme ça. Ça veut dire que tous nos États devraient être en alerte et tous nos États devraient se donner les moyens. Quand vous avez des agences qui ont un budget de 44 milliards de dollars, il n'y a aucun pays en Afrique capable de leur résister. Ce qui veut dire que ce que nous avons à faire, c'est-à-dire que les Kwame Nkrumah, les Cheikh Anta Diop, mais ces gens étaient extraordinaires. Les gens comme le Oumyobé qui sont là, ils créent le Rassemblement démocratique africain, mais ces gens étaient extraordinaires. Ils nous disent l'Afrique doit s'unir. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir résister à une agence qui a 44 milliards de dollars de budget. Comment vous allez faire pour... Vous êtes là, vous avez... La plupart des pays ont des budgets de 10 milliards de dollars. Comment vous allez résister à des gars comme ça? Et donc, du coup, en réalité, madame, pour ce premier jet, pour sortir, c'est pour dire que l'USAID, c'est un parcours rationnel, froid, rigoureux, structuré d'un pays qui cherche à avoir le contrôle du monde, avoir une lecture du monde qui lui est facilitée grâce à une collecte permanente des informations et qui lui permet, grâce aux actions civiles, d'accéder, d'aller au plus près de la population, de partager avec la population. C'est pour cette raison que vous pouvez constater par exemple que les Américains savent bien avant même les dirigeants en place dans quelle direction tourne le vent politique ou le vent de la société civile, parce qu'ils sont au plus près. Et c'est pour cette raison que toutes nos ONG qui sont là, qui dans nos pays, il faut savoir qu'elles relèvent du lumpenprolétariat. Et eux, ils ont compris. Tous les Américains, le gouvernement américain vous interdira de lire Karl Marx tout le temps. Ah non, 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 c'est des communistes. Mais eux, ils vont lire Karl Marx, ils vont lire Le Capital. Ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on appelle le lumpenprolétariat. Ce lumpenprolétariat, ce sont des déclassés. C'est des voyous, c'est des délateurs, c'est des petits voyous, c'est des petits informateurs de police. En fait, c'est toutes les personnes qui ne sont ni dans la classe ouvrière, ni dans la classe qui appartient à la superstructure, donc tout ce qui est dirigeant, les employés de bureau, etc. Et ces gens, observez bien, tous ces gens-là vont aller, une grande partie va se retrouver donc dans le secteur des organisations de la société civile, et grâce à des agences comme l'USAID, on va les capter à travers donc des subventions, et ce sont ces gens-là qui vont servir de plateforme de renseignement pour un pays comme les États-Unis à moindre coût. Parce que vous imaginez bien que s'il y avait un espion professionnel envoyé partout dans nos villes, ça coûterait énormément cher. Ça coûterait, un seul peut coûter 100 000 $ ou 150 000 $ de salaire. Mais si vous subventionnez une ONG en Afrique à hauteur de 50 000 $, même de 25 000 $, pour eux c'est énormément d'argent, mais ça vous donne des informations de première main auquel un diplomate n'aurait pas eu accès. Merci à vous, Dr Yam Timba, pour ces éléments et informations. Nous allons poursuivre avec vous, Albert Anatola, ici. Ce qu'on comprend donc après ces différents développements, c'est que l'USAID est également aujourd'hui cet outil qui favorise le soft power, bien sûr, américain à travers différents programmes circussales, si je peux le dire ainsi. On a parlé de programmes, par exemple, sur ce plateau qui soutiennent l'état de droit. On met beaucoup de moyens pour soutenir justement ces ONG qui défendent l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, entre autres. D'ailleurs, on a souvent eu ces classements aujourd'hui qui mettent certains États, du moins qui classent les États africains le plus corrompus ou pas. Aussi, l'autre élément important, essentiel également, c'est que c'est l'USAID finance également ces programmes-là qui mettent un œil sur l'organisation du secteur minier également dans certains pays. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui certains événements en RDC, par exemple, tout à l'heure avec Dr Yam, on a vu sur la carte, on sait ce qui se passe au Soudan, on connaît les secteurs, les zones dans lesquelles il y a ces différents conflits. Au Cameroun d'ailleurs également, on connaît également ce qui se cache derrière un certain nombre de soulèvements. Alors on se rend
rend compte que c'est des secteurs quand même assez spécifiques et très importants pour nos républiques. Je voudrais commencer par le Cameroun. Dans le contexte de la crise, s'il faut appeler ça comme ça, sécurité qui prévoit à ce moment du côté du nord-ouest du sud-ouest, oui. Il vous souvient qu'un certain pasteur, avec sa famille, s'était retrouvé de ce côté-là, à l'insu des autorités administratives. Bien évidemment, il a perdu la vie. Alors, de vous à moi, les Américains, qui sont généralement très très préoccupés par les questions sécuritaires, qu'est-ce qui peut expliquer que cette pasteur se soit retrouvée en zone de conflit, en zone rouge, oui. Sans solliciter l'accompagnement ou l'appui des forces de sécurité qui s'y trouvaient. Oui. Pourquoi ce pasteur a-t-il choisi d'aller en zone rouge avec femmes et enfants sans alerter les autorités administratives? C'est pour dire qu'il passe également par les églises, les hommes d'église. La seconde chose, l'environnement même du conflit. Nous savons parfaitement que le sud et le nord-ouest sont des zones très riches. Ils ont un sol très très riche. Donc, le fait que la crise soit décalée de ce côté-là, ce n'est pas anodin non plus. Et vous allez constater que partout où il y a des conflits, notamment sur le continent africain, si vous allez dans le sous-sol, vous y trouverez du pétrole. Vous y trouverez certainement du gaz, entre autres minéraux stratégiques. Je voudrais quand même vous indiquer que dans le contexte, par exemple, des révolutions qu'on a observées du côté de l'AS, oui. Quelle était la première mesure prise, notamment au Mali? La première mesure qui a été prise, notamment au Mali, par les autorités, c'était la suspension des activités d'ONG, la suspension de leur financement. Parce que, justement, les marchands de sympathie passent par ces ONG. Et vous avez eu certains naïfs se préoccuper de leurs emplois, entre guillemets. C'est-à-dire que désormais que ces ONG sont partis, vont se retrouver au chômage, mais ils ne connaissent pas la contrepartie qu'ils font de manière involontaire ou inconsciemment. Un peu comme j'ai certains correspondants, pour parler de mon domaine, de notre domaine, vous avez certains correspondants qui vous font des papiers qui sont très orientés. Mais pas seulement. Et très souvent, même le papier initial est dévoyé, c'est-à-dire que le contenu change. Ils changent le contenu pour l'orienter, selon leur lien éditorial. Vous avez des ambassadeurs qui se baladent à l'intérieur de nos pays. Pour faire quoi? Pour faire du tourisme, apparemment pour faire du tourisme. Mais ce sont des agents de renseignement. À la suite, justement, de la suspension temporaire de l'agent USAID par Elon Musk, à l'initiative, n'est-ce pas, sur l'institution de Trump, j'ai lu beaucoup de réactions sur la toile. Notamment le fait que ces agences-là soutenaient le secteur de la santé, soutenaient le secteur de l'éducation, soutenaient le secteur du développement. J'ai dit, mais ils ont un problème de compréhension, cela. C'est déjà illogique de croire que le continent africain, les pays africains doivent dépendre des aides des agents internationaux pour résoudre leurs problèmes internes. Le seul bon son de cloche qui m'a paru cohérent, c'est celui venu du Kenya. J'ai suivi dans un média qui disait justement, il y a eu une sorte de vox populiste. J'ai entendu, j'ai suivi certains citoyens dire que non. Le fait que justement il y a une suspension de cette agence va permettre au continent africain, aux chercheurs africains de pouvoir prendre en main la souveraineté sur les questions dont s'occupait cette agence sur le continent africain. C'est-à-dire en matière de santé, il va falloir justement que nos États financent dans ce domaine, dans le secteur de la santé, parce que la plupart des pays africains ne financent pas le secteur de la santé. La plupart des pays qui se sont développés au monde se sont développés au travers des travaux des universitaires. Voilà une université qui est ici devant nous. Est-ce que ces travaux sont pris en compte par le gouvernement camerounais? Nous avons connu il y a quelques mois l'éboulement des terrains du côté sur la rue de Tchang. C'est un phénomène qui a fait l'objet d'études par le passé, avec des solutions proposées. Est-ce que le gouvernement était au courant de ces études? Est-ce que ces études ont été prises en compte? Non. Or, les États-Unis, la France et les autres
se développe au travers des travaux des universitaires. Vous avez un truc que vous appelez au Cameroun, je crois, c'est le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Ça sert à quoi? Est-ce que ce truc-là utilise les travaux d'universitaires pour faire avancer le développement du Cameroun, puisqu'il paraît que le câble est fixé en 2035? C'est ça le problème. Donc il faut... Moi, je voudrais prendre beaucoup plus l'aspect de la souveraineté du point de vue de l'éducation, du point de vue de la santé. La santé, oui. Du point de vue du développement. Vous ne pouvez pas compter sur les agences étrangères qui ont un autre agenda sur le continent pour penser que c'est eux qui doivent financer votre secteur de santé, votre secteur d'éducation, éducatif, ou bien vos objectifs de développement. C'est pas possible. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour d'autres choses. La seule visite officielle que Joe Biden a effectuée sur le continent africain, c'était quand? C'était où? En République démocratique du Congo. Pour aller exploiter quoi? Pour aller chez quoi? Des minéraux. Pour revenir à votre question, depuis plus de 30 ans, la République démocratique du Congo est pillée par les Américains. C'est-à-dire par une coalition internationale. C'est-à-dire, vous avez les Américains, les Français, les Chinois, les Belges, les Canadiens. Bon, bref, il y a tout le monde de ce côté-là qui pille le Congo. Vous avez même des aérodromes en plein cœur de la forêt, au cœur de la forêt équatoriale au Congo. Vous avez des aérodromes. Qui les construit, des aérodromes? Est-ce que le gouvernement central, l'État central ne connaît pas qu'il existe des aérodromes où atterrissent et décollent les aéronefs transportant des minéraux? C'est connu. C'est connu. Mais il paraît qu'ils sont pas capables de pouvoir arrêter la saignée. J'ai regardé une vidéo de Nathalie Yam où justement elle nous fait l'économie, n'est-ce pas, de l'exploitation frauduleuse de certains de nos matières premières telles que le pétrole. C'est-à-dire que vous avez une société étrangère, mais au Cameroun je crois que ça existe. C'est-à-dire que vous avez des tankers qui sont en haute mer. Le pétrole va directement dans ces tankers. Oui. L'État central ne connaît même pas la quantité qui est transportée. Mais il se base sur des chiffres que l'exploitant veut bien lui communiquer. C'est pour ça qu'on a dégagé Pascal Lissouba, par exemple, qui voulait justement comprendre le pourquoi, le comment de l'exploitation du pétrole congolais. C'est ça la réalité. C'est la même chose avec ce que nous posons comme problématique ce matin. C'est-à-dire, vous avez une grande officine de renseignements, de déstabilisation des États, de financement des menaces asymétriques sur le continent africain, mais vous en avez quand même une catégorie d'Africains qui pensent que non, il ne faut pas. Vraiment, ils apportaient une aide significative, n'est-ce pas, en matière de santé. C'était une réponse significative en matière d'éducation. Oui. Ce sont les autres qui viennent éduquer vos enfants. Ce sont les autres qui viennent construire les infrastructures scolaires, un peu comme les écoles japonaises que je connais dans mon pays. Non, il y a un problème. Donc, en fait, nous pensons que... Attends, nous les panafricanistes, quand je dis je parle nous les panafricanistes, l'administration Trump pense qu'il va falloir donner d'autres missions à cette agence-là, peut-être l'incorporer au département d'État américain. Nous souhaiterons qu'il fasse cette affaire-là pour de bon. Pour de bon. Comme ça va amener les Africains et d'autres pays du monde, d'autres citoyens du monde à travailler. À travailler pour le bien-être, n'est-ce pas, de leur population. Moi, il y a un ministre qui a dit dans ce pays que notre système, le plateau technique, n'est-ce pas, de nos hôpitaux, je reprends un peu, essayer de reprendre ces propos, que le plateau technique de nos hôpitaux équivaut au plateau technique des hôpitaux américains et français. D'accord. Si c'est le cas, pourquoi est-ce que le ministre de la Justice a été évacué? Oui, bien sûr. C'est une question qui s'impose. Puisque nous avons des hôpitaux qui ont un plateau technique. C'est un choix. On peut dire que c'est un choix. Non, ça ne peut pas être un choix. Lorsque vous avez des plateaux techniques qui sont au même niveau. On peut dire que c'est un choix. Lorsque vous avez des hôpitaux qui ont les mêmes plateaux techniques que les hôpitaux américains ou français, pourquoi est-ce qu'on continue à évacuer, n'est-ce pas, les dignitaires du régime?
pour aller se faire soigner à l'extérieur. Je crois que nous avons un gros problème de gouvernance. Il y a un problème d'éducation en matière de projection, en matière de prospective, surtout en matière, j'ai envie de dire, de souveraineté. D'où le changement, j'ai envie de dire, de renouvellement de l'élite qui nous gouverne. Merci à vous une fois de plus, Monsieur Aïssi. Avant d'aller au standard, Dr Yamtimba, peut-être ajouter quelque chose, mais aussi comprendre cette petite interrogation. Lorsqu'on comprend exactement le rôle de ce programme, si je peux l'appeler ainsi, de cette institution qu'est l'USAID, et on voit la décision du président américain Donald Trump qui pour le moment a suspendu cette institution. Qu'est-ce que cela signifie? Que M. Trump ne veut plus avoir la main mise sur dans les États du monde. M. Trump n'est pas d'accord avec cette politique américaine, ou alors il s'agit tout simplement de changer de stratégie? Alors, ne soyons pas naïfs. Donald Trump et ses équipes n'ont aucune envie de lâcher leur place dans le monde. Mais ils estiment que certains outils ne sont pas organisés de la manière dont ils aimeraient les voir organisés, mais surtout ils veulent mettre à mal, ils ont deux objectifs de politique interne. Mettre durablement à mal les démocrates en démontrant que ces gens gaspillent l'argent public et que ces gens-là, ce sont eux qui créent tous les malheurs du monde. Et deux, sérieusement s'assurer qu'il y a un peu plus d'efficacité dans la gestion des fonds publics. Parce que les Américains constatent que sur 6 000 milliards de trésorerie annuelle du gouvernement américain, près du tiers est détourné. On parle de 1 700 milliards de dollars sur 6 000. Même nos pays africains font quand même moins que ça. Même nos pays africains font moins que ça. Alors, il y a une petite difficulté que soulève effectivement cette situation en Afrique, mais qui est une difficulté, enfin, ce n'est pas une petite difficulté, c'est une difficulté de taille. La grande majorité ça me permettra d'apporter davantage d'éléments dans la réponse à votre question. La très grande majorité des pays africains ont un service de la dette qui tourne entre généralement 10 et 30% de leur budget. Je crois que dans le cas du Cameroun, on est autour de 25% à peu près. 25% qui va dans... Parce que sur 7 300 milliards, il y en a 1 700 qui vont dans la dette. Donc on est pratiquement autour de 25%. Et il faut savoir que c'est une moyenne africaine. Donc, nous sommes confrontés à un problème extrêmement grave. Parce qu'effectivement, il faut remplir les espaces vides que l'USAID va laisser. Nous n'en avons pas les moyens. La plupart de nos budgets sont des budgets de façade. Tous les pays qui vous annoncent, nous avons 15 000 milliards de francs CFA de budget. Quand vous grattez sérieusement là-dedans, vous trouverez entre 3 000 et parfois peut-être jusqu'à 7 000 milliards de services de la dette, dont ils n'ont pas grand-chose. Ceux qui vous disent on a 7 300, vous trouvez que leur vrai budget est autour de 5 500. Bon, donc en fait, nous n'en avons pas les moyens. Et une grande partie de la dette que les pays africains veulent rembourser, ils vont encore aller s'endetter sur les marchés internationaux pour rembourser d'abord des dettes. Donc, c'est une situation de risque systémique que nous vivons en Afrique et particulièrement dans la zone du franc CFA, il faut vraiment que les populations fassent attention. L'effondrement systémique n'est plus loin. L'effondrement systémique est de plus en plus proche et manifestement les dirigeants ne savent pas quoi faire. C'est une chance que l'AES se soit détaché de cette bouillabaisse. C'est-à-dire que là-bas, on voit que le fait de s'être détaché a ouvert d'autres horizons, permis d'explorer d'autres perspectives et on a des solutions claires, précises qui se présentent. Mais dans les pays traditionnels et qui sont restés dans le giron français ou les pays qui sont toujours dans les autres pays africains, on a beaucoup de problèmes. Regardez même un pays comme l'Afrique du Sud, avec toute sa puissance industrielle, avec toute sa richesse minière, avec toute la qualité de ses hommes, a du mal à se dépêtrer du problème d'électricité.
C'est quelque chose d'incroyable. Mais comment vous pouvez expliquer ça sur le continent africain, où vous avez du gaz partout, vous avez du pétrole partout, où les gens exportent du gaz et du pétrole tout le temps? L'Afrique du Sud peut construire des centrales à gaz, des centrales électriques à gaz à cycle combiné tous les 18-24 mois. Comment vous expliquez que l'Afrique du Sud n'y arrive pas? Comment est-ce possible? Vous avez un complot international. Vous avez entendu tout à l'heure dans votre élément les gens dire enfin le complot se révèle. Vous avez un complot international contre l'Afrique. Quand Nicolas Boui écrit le franc CFA et l'euro, le complot contre l'Afrique, c'est extrêmement important. Ça va au-delà. Il y a un complot qui vise à dire nous ne laisserons pas l'Afrique se développer. Edmund Kohl l'avait dit dans les années 80. Et donc un pays comme l'Afrique du Sud va être sevré à la fois de crédits internationaux, mais également d'accès aux technologies pour pouvoir régler un problème aussi banal que la construction de centrales électriques à gaz. Depuis que ça fait quoi, quelque chose comme 10 ans aujourd'hui que l'Afrique du Sud est empêtrée là-dedans. Ils ont énormément de charbon. Et ils n'ont pas de pétrole. Mais ils ne parviennent pas à régler le problème. Oui. Ils ont démantelé leur industrie. On leur a fait démanteler leur industrie nucléaire. Et pourtant, ils auraient pu justement régler ce genre de problème avec du nucléaire, avec du gaz et avec d'autres choses. Et l'Afrique a un tel niveau d'endettement qui est à la fois ridicule, parce que quand vous rapportez ça en réalité à la population, par exemple aux exportations des matières premières dont on nous vole l'essentiel des revenus potentiels, quand vous rapportez ça même au PIB nominal de l'Afrique tel qu'il est calculé, eh bien, vous commencez à vous poser beaucoup de questions. Et là, ça me permet de faire un autre bémol qui est relatif, par exemple, aux agences comme l'USAID, mais vous en avez d'autres, qui sont les agences de notation, etc., oui, qui vont vous raconter que oui, en Afrique, là-bas, ils ont un PIB de 6 000 milliards de dollars. Ils sont allés au marché Mbopi. Ils connaissent le marché Mbopi. Ils connaissent le marché Sandaga. Quand ils calculaient leurs affaires, là. Ils sont allés au marché du Fundi. En réalité, vous avez une couche de l'économie africaine qui échappe totalement aux statistiques internationales. Et ce qui est intéressant pour ces gens-là, c'est que ça permet de maintenir l'image de l'Afrique comme un continent particulièrement pauvre, ce qui justifie la décision non écrite, l'accord non écrit, selon lequel il faut sevrer l'Afrique de certains financements et de certaines technologies. Oui. Ils l'ont fait avec le Zimbabwe en coupant le Zimbabwe de tous les circuits d'approvisionnement en moissonneuse-batteuse pendant très longtemps. Je ne sais même pas si c'est encore levé. Donc, le Zimbabwe n'arrivait pas à récolter alors que c'était le grenier de l'Afrique australe. Voilà comment on a essayé de tuer ce pays-là. Donc, vous allez voir que beaucoup de pays africains, du fait de la dette, un certain nombre vont vraiment souffrir du départ de l'USAID. Hein. Oui. Curieusement, oui, beaucoup vont en souffrir. Beaucoup, vous avez un pays comme le Cameroun, dont le programme... Alors, regardez l'architecture. Vous avez le programme qui permet de gérer, de venir en aide à ce qu'on appelle les victimes du sida. Il faudrait encore qu'on nous explique c'est quoi le sida. Maintenant que l'USAID ne finance plus ce programme, enfin que l'USAID est suspendu, vous voyez des communiqués officiels qui sortent. Et c'est là où ils révèlent à tout le monde que ce n'a jamais été le ministère de la Santé qui gère directement ce programme, que ce serait une ONG qui gère ça et qui est présente dans nos hôpitaux. Je ne sais pas si vous voyez l'opportunité de renseignement. C'est-à-dire que si quelqu'un est dans votre hôpital, parmi vos hôpitaux les plus importants, oui, donc ils ont accès aux données médicales de votre population. Tout à fait. Ils ont accès aux données sur vos capacités médicales. Ils ont accès à vos capacités techniques, donc le plateau technique. Bon, apparemment, le ministre dit que c'est la même chose que dans le monde. Donc, ces gens-là doivent savoir aussi que c'est la même chose dans le monde. Donc, ne souffrons pas du fait qu'ils disent que eux, comme nous sommes au même niveau qu'eux, qu'ils disent qu'ils ne nous aident plus à gérer le programme du sida, donc on ne devrait pas se plaindre. Ils ont des informations sur vos ressources humaines. Voilà pourquoi, à un moment donné, les Américains peuvent lancer un programme de recrutement d'infirmières chez vous. Pourquoi ils lancent un programme de... Vous vous souvenez de ce programme, non? Où il y avait plein d'infirmières au Cameroun et partout dans les pays africains qui partaient aux États-Unis. Bon, je ne sais pas dans quels hôpitaux ils travaillent là-bas, mais toujours est-il que beaucoup sont partis. Ils ont des informations sur les financements de vos hôpitaux.
Et ils ont particulièrement, et ça c'est le plus grave, ils ont accès aux informations sur ce pourquoi les gens viennent consulter dans vos hôpitaux. Ça, on ne voit pas, mais c'est l'élément, le cœur du problème. Ce pourquoi les gens viennent consulter leur dit l'état de santé de votre population et quels sont les problèmes de santé de votre population. Ils sont là, tout le monde fait les rapports, les médecins, les infirmiers, les administratifs, tout le monde leur fait des rapports et ils ont le tableau clinique de tous vos patients, en tout cas ceux qui sont suivis par le programme, ce qui leur permet de connaître, et ça c'est encore important, personne ne le voit, les effets de l'alimentation sur la santé de ces gens-là. L'espérance de vie. L'espérance de vie, et ça leur permet de savoir non seulement l'espérance de vie, mais la différenciation entre les hommes et les femmes, et ça leur permet de savoir quelles sont les couches de la population qui sont les plus vulnérables à telle ou telle chose. Regardez le type d'information que vous permettez aux gens d'avoir sur vous. Je n'ose pas ajouter qu'après, ils ont d'autres centrales qui leur permettront de savoir, d'avoir votre carte nationale d'identité et vos passeports. Donc, ils savent des choses sur vous que vous-même, vous ne connaissez pas. Et donc, le moment est venu pour l'Afrique de se lever, enfin. Et je dis encore à tous, nous avons un programme 10 000 élus, 10 000 dirigeants panafricanistes. Voilà le moment. Venez diriger l'Afrique, chers Africains. Et quand vous avez des pays comme dans nos pays, quand vous êtes dans nos pays africains où nous avons des budgets avec beaucoup de vapeur d'eau, là, où les gens racontent des histoires parce qu'ils veulent paraître diriger les pays alors que les pays ne sont pas vraiment dirigés. Parce que l'autre chose qu'on apprend avec ce scandale de l'USAID là, c'est quoi? C'est qu'exactement on se rend compte que la plupart des dirigeants en Afrique ne surveillent rien, ne contrôlent rien. Bien sûr. Ne contrôlent pas la santé, ne contrôlent pas l'éducation, ne contrôlent vraiment pas les mouvements politiques, ils ne contrôlent rien du tout. Et quand on y ajoute, par exemple pour l'éducation, que l'UNESCO dit ce qu'elle veut, c'est elle qui impose ce qu'elle veut, sur la santé, que c'est l'OMS qui impose ce qu'elle veut, vous voyez qu'en fait, au fond, nos pays sont en mode pilotage automatique. Puisque les décisions viennent d'ailleurs. Et quand vous payez le secteur financier, pour ceux qui sont dans le franc CFA là, alors c'est la mort, parce que même le secteur financier est sous pilotage automatique. Donc globalement, ce que Trump veut, et compte tenu de ces éléments que nous sommes allés chercher en Afrique, ce n'est pas qu'il aime qui que ce soit. En fait, il rationalise. Il veut moderniser la place des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est en guerre contre la Chine. Et il se rend compte que cette guerre contre la Chine est en même temps la guerre indirectement contre la Russie. Et que la Russie est très présente dans la plupart, très présente ou très sollicitée dans la plupart des champs que nous avons vus sur le planisphère tout à l'heure. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie centrale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va moderniser tous les outils que nous avons. S'adapter au contexte actuel. Au contexte actuel pour espérer battre la Chine et la Russie. En fait, c'est ça le fond du problème. L'Afrique maintenant fait quoi? Est-ce que nous l'avons compris? Si nous l'avons compris, nous devons prendre la bonne décision et aller dans ce sens. Mais je n'ai pas le sentiment que ceux qui nous dirigent aujourd'hui pourraient faire ce travail, d'où les 10 000 dirigeants panafricanistes. Et justement, tout à l'heure, après le standard, c'est par cette interrogation que nous avons sorti, l'Afrique fera quoi maintenant? Est-ce une opportunité, une autre opportunité, effectivement, pour les gouvernements africains, peut-être de réorienter, mais peuvent-ils? C'est encore une autre interrogation. Nous allons aller au standard et accueillir M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. M. Kofi, bonjour, bienvenue. Allô? Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour Maniela Chike, bonjour standard, bonjour technicien. Je voulais saluer Dr Nyangti Timba et saluer M. Albert Aïssi. Maniela Chike, je voulais vous saluer spécialement aujourd'hui parce que le Cameroun est un grand pays. Quand il y a eu l'épidémie, parce que cette épidémie a eu deux noms. Au sorti, il y a eu le Covid et la Covid. Finalement, on ne sait pas à quel nom pour l'attribuer. Vous voyez, une épidémie qui a eu deux noms, c'est que ça a été faux. Mais le peuple camerounais a démontré que c'était la mafia. Parce que je me souviens très bien qu'on a fait des émissions avec le docteur Jim.
tu as défini que c'était la mafia que l'Occident a mis en place pour assassiner les Africains et la population mondiale. Allô? On a perdu Monsieur Kofi, malheureusement. Monsieur Kofi, vous pouvez revenir. J'espère que la réalisation pourra vous permettre peut-être de revenir et de continuer parce que vous êtes quand même resté en attente. Merci en tout cas d'être passé par ici au cas où ce ne sera pas le cas. On rappelle, le cher téléspectateur, pour participer à l'émission, c'est soit par appel direct ou WhatsApp via le +237 683 20 96 61 ou encore le +237 693 58 96 68 ou par Skype For You TV. Est-ce qu'on prend notre téléspectateur? Allô? Oui, bonjour madame. C'est Bernard depuis le Cameroun. Bonjour monsieur. D'abord, bonjour à vous-même et à vos invités. Bonjour, docteur Yann. L'homme au 3A. Vous avez aussi mon bonjour. Je voudrais saluer le travail que vous faites et vous dire que vos analyses sont vraiment pertinentes. Et il est temps pour nous que nos dirigeants se réveillent. Je n'arrive pas à comprendre dans quel monde nous vivons. Nous, le bas peuple, nous voyons des choses. Nous constatons des choses, nous entendons des choses. Il n'y a que nos dirigeants qui ne comprennent pas. Ils ne sont pas au courant. Ou alors, ils décident carrément de fermer les yeux parce qu'ils sont dans un business ou alors dans une mafia. J'ai lu en début de cette semaine un document, je ne sais pas si c'est vrai, c'est Bill Gates qui est en train de financer actuellement un autre virus pour venir assassiner les Africains. Et tout ça en complicité avec les dirigeants africains. Ça fait mal quand nous voyons des choses comme ça. Le président Tiani, le général Tiani du Niger, a fait une communication la semaine dernière où il indiquait que les forces françaises sont en train de s'installer dans 6 pays en Afrique. Parmi les 6 pays, il y a le Cameroun. Mais personne ne dit rien. Nos officiels ne disent rien. Nos dirigeants ne disent rien. Moi, je voudrais, par votre tribune, appeler le peuple africain à se réveiller, à rester vigilant. Le moment venu, s'il faut descendre en route et dire non à ces gens, nous ne devons pas hésiter. Parce que si nous ne faisons rien pour notre pays, ces gens-là, nous avons compris, ils ne sont pas là pour nous. Ils ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour des officines internationales. Ils ont leur deal là-bas. C'est là-bas qu'ils partent chercher la légitimité. Alors, c'est là-bas qu'ils rendent compte, n'ont rien à foutre avec nous. Nous regardons ce qui se passe en RD Congo. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un chef d'État soit là tous les soirs, il est dans les boîtes de nuit? Nous avons des amis, des frères en RD Congo. Le président Tshisekedi, c'est un fêtard. Un fêtard. Pendant ce temps, les gens meurent. Il y a des aérodromes dans ces forêts, dans ces brousses. Il ne va pas nous dire qu'il n'est pas au courant. Vraiment, de grâce, j'exhorte nos frères africains à suivre l'exemple des pays du Sahel. Nous devons nous réveiller et faire quelque chose. Manuela, je vous dis merci pour votre travail. Que l'Afrique se réveille enfin. La vie ou la mort, l'Afrique doit rester. Merci beaucoup.
Merci à vous également, Monsieur Mebenga. Merci d'avoir appelé depuis le Cameroun. Nous restons au standard. Monsieur Kofi qui revient justement. Monsieur Kofi. Bonjour Manuela Sike. Je voulais saluer comme ça le docteur Nyang Timba et Monsieur Anatole Aïssi. Manuela Sike. Monsieur Kofi. Je voulais dire merci au peuple camerounais et aux médias africains basés au Cameroun. Vous savez, on a eu des émissions sur Afrique Média. Quand il y a eu la première pandémie, c'était, comme on appelle, Ebola. Après Ebola est venue la Covid-19 ou bien le Covid-19 parce que c'est une pandémie qui a eu 2 noms. Depuis lors que cette pandémie a eu 2 noms, moi, j'ai tout de suite su que c'est de la mafia et que ce n'est pas vrai. Mais il y a eu des grands docteurs camerounais et africains qui sont venus dire que c'est la mafia, que c'est organisé par l'Occident et que pour pas la population va se vacciner. D'abord, merci au docteur Jim. Parce que le docteur Jim est venu sur le plateau d'Afrique Média, nous a démontré A plus B que le sida est faux. Comme on appelle, cette pandémie de Covid-là est faux. L'Ebola est faux. Aujourd'hui, grâce à ce docteur James-là, moi, je n'ai pas peur du sida. Je voulais dire merci au peuple camerounais. Pourquoi? Parce que quand le Cameroun, les médias africains basés au Cameroun, a fait des émissions sur cette pandémie, dit que c'est de la mafia, le président, je me souviens bien, le président de Madagascar a failli laisser sa vie parce qu'on a trouvé un remède pour cette pandémie-là. Donc maintenant, nous comprenons pourquoi les Américains voulaient à tout prix assassiner le nouveau président américain. Vous voyez, vraiment, Manuela Sike, le monde est méchant. Le monde est vraiment méchant. Le monde est vraiment méchant. Il va falloir que les Africains se réveillent et porter plainte contre tous les dirigeants africains qui ont été complices à l'Occident pour assassiner, comme on appelle, la population avec ce vaccin que, en moins de 6 mois, on a mis en place pour vacciner la population. Les docteurs nous ont dit pour un vrai vaccin, il faut 36 mois. Et cette pandémie arrive, en moins de 6 mois, on trouve un vaccin pour assassiner la population. La mafia. Aujourd'hui, cette comment on appelle, complot est éclaté. Toute la population mondiale sait vraiment que c'est de la mafia et c'est la CIA et les Américains et l'Europe qui ont organisé l'assassinat des peuples africains et les peuples du monde. Manuela Sike, vraiment, je sais que ce n'est pas le sujet. Mais je voulais dire au président du RDC Congo, M. Etienne Tshisekedi, de prendre l'exemple sur les 3 pays du Sahel, de l'AES. Quand il y avait les djihadistes et les terroristes au Mali, Assimi Goïta est parti en Russie pour libérer sa population. Quand il y a eu au Burkina Faso, Ibrahim Traoré est parti en Russie pour libérer sa population. Quand il y a eu au Niger, le président Tiani est parti, je pense que, mais a fait appel aux Russes et sa population aujourd'hui libre. Le M23, Manuela Sike, est-ce que c'est une armée nationale? Est-ce que c'est une armée nationale? Le président Etienne Tshisekedi, si ce n'est pas une armée nationale, il faut aller en Russie. Si le Rwanda veut s'entêter, il faut l'envahir. Le M23 n'est pas une armée. C'est l'armée du Rwanda qui assassine le peuple congolais. On n'appelle pas la guerre, mais il faut trouver la solution. L'Union africaine, elle est où? Où est l'Union africaine? Docteur Nyamtimba, vraiment, ce n'est pas le sujet, mais je suis obligé de vous poser la question. L'Union africaine, elle est où? L'armée à l'attente de l'Union africaine là, est où? Pour aujourd'hui aller porter secours aux Congolais. Un petit pays comme le Rwanda va toujours assassiner la population congolaise comme on appelle, au compte de l'Occident pour les matières premières. Et il faut prendre tes responsabilités. Les Africains vont te soutenir. Il faut aller en Russie. Même si tu n'as pas l'argent pour aller acheter les armes en Russie, nous allons cotiser pour venir te donner et tu vas aller défendre le peuple congolais. Manuela Sike,
Vraiment, merci. Merci à For You Media. Merci aux médias africains basés au Cameroun d'avoir défendre l'Afrique et les Africains par des pandémies que l'Occident a introduites sur notre continent. Merci. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Kofi. Merci pour cet appel depuis la Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre rapidement au standard avant de revenir sur le plateau. On va prendre encore quelques appelants. Allô? Oui, allô? Bonjour, Madame Siké-Doumbé. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, monsieur. Je vous appelle, donc je suis Monsieur Larbi, je vous appelle de France. Madame Siké-Doumbé, ça fait très longtemps. Je vous salue grandement pour votre travail, pour l'émancipation du continent africain, pour votre travail quotidien. Je salue grandement Monsieur Yamtimba et Monsieur Albert Anatola ici, que je salue grandement. Donc je salue grandement tous les téléspectateurs et tous les auditeurs de For You Media, toute l'équipe technique. Et je tenais à remercier bien sûr les intervenants de par leurs analyses qui sont très justes. Je pense qu'ils ont fait le point sur tout ce qu'il y a à dire. Je ne peux pas rajouter grand-chose, si ce n'est que je pense que nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités et vraiment essayer de juger vraiment cette fois-ci quel allié pourrait-il choisir pour justement s'extirper du joug des Occidentaux et des Américains, donc qui mettent une pression actuellement qui est vraiment très forte de par les annonces de Monsieur Trump, président des États-Unis, qui commence un peu à dire un peu tout et n'importe quoi. On connaît bien ces annonces tonitruantes qui font beaucoup de buzz, mais est-ce que vraiment va-t-il tenir donc beaucoup que le président américain, vous m'entendez? Monsieur Larbi. Allô? Oui, Monsieur Larbi, on vous entend très bien. Ah, très bien. Donc, je continue à dire ce que je disais sur l'analyse. Donc, la chose, c'est qu'il fait des annonces, mais va-t-il les tenir? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il va faire un retour en arrière comme il a toujours fait, comme ça s'est passé avec la Corée du Nord. Si vous vous rappelez bien, la Corée du Nord s'est dotée de l'arme nucléaire et il l'a bien fait comprendre aux Américains. Et Trump n'a pu faire qu'un demi-tour sur ce qu'il a pu dire et annoncer. Donc j'espère vraiment qu'il n'aboutira pas à ces projets qui sont complètement fous. Ce président-là américain, M. Trump, je pense qu'il est inutile de compter sur une aide quelconque, car il n'y a aucune aide dans ce monde-là, si ce n'est que des intérêts pour chaque pays. Donc il faut bien comprendre ça. Et à partir du moment où nos dirigeants auront compris que chaque pays a son intérêt à défendre, je pense qu'il pourra trouver le chemin pour trouver des alliés sûrs et fiables. Bien sûr, entre autres, je pense à la Chine et à la Russie et à d'autres petites puissances régionales sur qui peut on va dire, s'allier pour vraiment s'émanciper vraiment du joug occidental et américain qui nous est imposé au jour d'aujourd'hui. Donc, pour exemple, je vais juste en terminer là, pour le président algérien qui a fait une sortie sur un média, enfin du moins un journal français. Je félicite le président algérien. Je suis moi-même algérien et africain avant tout, mais je félicite le président algérien. Je félicite vraiment pour son courage et pour sa détermination à prendre le chemin de la diplomatie et de l'intelligence pour les intérêts du continent africain. Donc, soyons sûrs que l'Algérie
fera tout pour que le continent africain émerge. Et je pense qu'on devrait vraiment, je vous dis, se retourner vers des petites puissances régionales aussi un peu pour faire du travail vraiment collectif. Et à ce moment-là, avec l'AES, faire comprendre aux autres dirigeants que le seul chemin à prendre, c'est le chemin de l'émancipation pour le continent africain et pour la population, bien sûr pour la population. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Continuation pour les programmes, merci. Merci à vous également, Monsieur Larbi. Merci d'avoir appelé. Nous vous remercions on espère que vous êtes de retour de manière définitive. Merci infiniment pour ce matin. Nous prenons un dernier peut-être, un dernier appelant. Allô? Il y a quelque chose à faire. Bonjour. Allô? Monsieur, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ok, je n'ai pas de retour, mais je peux voir comment vous voulez. Avec la même de vous comprendre que vous êtes en train de répondre. Je suis Pierre. Je vous appelle depuis l'extrême du Cameroun. Et je suis très content que le sujet qui est mis sur la table, c'est en lien avec la décision du président américain de prendre les activités de l'État-Unis et voir cette entente. Et je vais d'abord commencer par dire que l'USAID est un outil, est un moyen pour magnifier la puissance des États-Unis. C'est un outil géopolitique. Dans le mot aide, l'USAID n'a pas forcément la connotation philanthropique. Ce n'est pas véritablement l'aide en tant que tel. Il y a une contrepartie à ce bien. Et se rendant compte que l'USAID ne satisfait pas un certain nombre de contraintes, non, de programmes et d'activités qu'il veut mener auprès des autres États du monde, il faut bien entendu qu'on essaie de réorganiser l'organisation pour qu'on puisse atteindre un certain nombre de choses. Vous savez, on n'est pas complètement fort. Quand il prône déjà le président Trump et que l'USAID finance la diversité, il faut bien entendu qu'ils disent quelque chose. En disant que l'argent des Américains ne peut pas servir à financer véritablement la diversité. Ça, c'est notre débat. Mais c'est un instrument, l'USAID, c'est un instrument de politique extérieure des États-Unis. Ça, c'est ce que je voulais apporter comme commentaire là. Maintenant, moi, je voudrais aussi qu'on comprenne que, franchement, le message qui a de à nos dirigeants est difficilement perceptible par eux. Parce que quand vous regardez, nos dirigeants sont embrigadés dans des accords, dans des engagements qu'ils ont pris, dans la parole donnée. Vous avez souvenir que le président de la République du Cameroun a déclaré que je suis venu rendre compte à Macron. Enfin, ce n'est pas l'individu, on est à l'individu, mais il est venu rendre compte à la France. Parce que beaucoup de gens ont interprété ça d'une manière en disant que une personne ne peut pas ou pas. Non, c'est la France. Il rend compte à la France, aux stratèges de la France. Donc, moi, je pense que le message qui doit être adressé, c'est à l'ensemble de la population. Le développement de l'Afrique, forcément, n'est pas l'apanage des dirigeants africains, mais c'est l'apanage de tous ceux-là qui chaque jour font quelque chose pour relever, accroître leur niveau de vie. Moi, je suis dans une région qui est considérée comme la région la plus pauvre du Cameroun, mais vous êtes surpris que jusqu'à aujourd'hui, les techniques qu'on utilise dans l'agriculture sont les techniques que nous avions utilisées. Il y a très, très peu de mécanisation, très peu de modernisation. Nous battons encore le mine avec des bouts de bâton en 2025. Parce qu'on peut nourrir 3 millions de personnes en battant le mine avec des bouts de bâton? Non. Donc, il est question que nous, Africains, chacun à son niveau, chacun puisse vraiment travailler dans son mindset en se disant que les efforts individuels, les efforts des petites communautés peuvent contraindre nos dirigeants à prendre la bonne décision. Si aujourd'hui, on arrive à une satisfaction au niveau alimentaire, par exemple, vous comprenez bien que le discours des dirigeants va obligatoirement changer.
Savez-vous que pour l'aide alimentaire encore au Cameroun, dans le cadre de l'accompagnement des personnes qui sont victimes de guerre, des intempéries et de tout ça, des catastrophes, l'aide vient encore de l'extérieur. L'huile, le maïs, le riz. Est-ce que vous savez ça? Même le haricot. Donc, est-ce qu'on ne peut pas produire tout ça aussi? Est-ce qu'on a forcément besoin d'un accompagnement, d'une agence de développement pour produire suffisamment de céréales, de légumineuses, de d'huile pour mettre à disposition des personnes très, très vulnérables? Oui. Et c'est pour ça que chaque fois que je pense à la Russie, je pense d'abord à ce premier challenge qu'a relevé Poutine, c'est de permettre à ce que les Russes puissent manger à l'instant. C'est vrai que c'était un dirigeant qui a pris cette décision, mais nous, aujourd'hui, on peut s'approprier cela en tant qu'individu, en tant que petite communauté, en tant que petite organisation, et commencer déjà à résoudre ce problème de déficit alimentaire. Bien entendu, ça va être accompagné de réduire les écarts au niveau de la technologie et tout ce qui va avec. Donc, moi, je voudrais vraiment qu'on lance cet appel, que For You continue toujours à sensibiliser les populations pour dire que notre destin n'est pas forcément entre les mains de ceux qui nous dirigent. Notre destin est aussi entre nos mains. Les petits efforts, vous savez, pour construire une maison, c'est une brique sur une brique. Hein? C'est pas forcément un mur en béton de 1 mètre, non. C'est brique sur brique. Donc, les efforts individuels, le changement de mentalité au niveau individuel va permettre à ce qu'on pourra facilement influencer les décisions de ceux-là qui vont nous diriger. Donc, ça, c'est ma contribution. Je dis que l'USAID, c'est un instrument politique et les Américains font ce qu'ils veulent avec. Mais la balle de l'autre temps, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, de mettre sur pied des initiatives locales, avec des petites ressources. Il ne faut pas forcément chercher quelque chose de très, très grand, mais l'ensemble de ces petites ressources-là, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, va permettre à ce qu'on puisse commencer à sortir de l'onière, à commencer à être moins esclave, moins dépendant au niveau alimentaire, moins technologique, petit à petit. Et le bon point, c'est que je demande aux Africains d'être patients. Vous savez, ces États qui sont aujourd'hui des mastodontes, la Chine, l'Inde et les dragons chinois, ça a pris du temps aussi. Donc, vraiment, ne nous précipitons pas, mais allons inexorablement vers la sortie de l'esclavage, l'esclavage économique et l'esclavage politique. Merci beaucoup. Merci à vous également, cher monsieur. Merci d'avoir appelé ce matin. Nous revenons donc sur le plateau pour sortir également de cette émission. Effectivement, on l'a annoncé tout à l'heure. Il y aura un impact en ce qui concerne, on a commencé à l'aborder, la suspension de ces différentes aides. On peut les appeler ainsi, des États-Unis. On dit qu'en Afrique francophone, avec plus de 900 millions de dollars d'aide allouées, et selon les informations, c'est la République démocratique du Congo qui est le premier bénéficiaire du soutien de l'USAID, alors que l'Est du pays, on le rappelle, fait face à une crise qui fait de milliers de déplacés. On voit également, justement, ce que cela pourrait entraîner comme conséquence dans nos États. On a rappelé tout à l'heure la sortie de nos différents gouvernants, le cas du Cameroun. Mais n'est-ce pas une opportunité de peut-être renforcer ou retrouver la souveraineté de nos États dans ces différents secteurs? En tout cas, c'est une porte, une autre porte qui s'ouvre certainement pour les États africains. La leçon, bien sûr, à tirer, et c'est par là que nous allons sortir. Monsieur Anatole Haïssi. Écoutez, madame, je voudrais, permettez-moi, avec votre permission, de répondre à ma petite contribution au plaidoyer du dernier appelant. Oui, allez-y. Il faut qu'il sache que l'Afrique n'a plus le temps. Il n'y a plus de temps pour l'Afrique. Dès lors que l'Afrique figure dans l'agenda de reconquête ou de recolonisation des autres, donc l'Afrique n'a plus du temps, et si les autres ont plus du temps, l'Afrique n'a plus du temps. L'Afrique a eu suffisamment de temps, au travers de mauvais dirigeants, n'est-ce pas, de pouvoir s'émanciper, retrouver sa souveraineté,
de s'engager vers notre paradigme, une autre trajectoire. Oui. Donc on ne va pas tout le temps gâcher du temps en pensant qu'il faut encore laisser du temps. Il y a des opportunités qui s'offrent à l'Afrique pour véritablement s'émanciper. Et puis les questions d'éducation, les questions de santé sont des questions de souveraineté. Ce ne sont pas les agences internationales, les étrangères qui doivent venir régler les questions de souveraineté. Ça, c'est aussi ça, parce qu'on ne peut pas parler d'une chose et faire le contraire. Tout à fait. Si vous dites que vous êtes des États indépendants et souverains, vous devez également régler les questions qui relèvent de votre souveraineté. En ce qui concerne ces 3 piliers que nous avons mis en perspective, c'est-à-dire les questions de santé, les questions de développement, les questions d'éducation. D'éducation, oui. Voilà. Et maintenant, quand je l'ai dit, il faut se dire une chose, Madame Siké, aucun pays qui se respecte ne peut jamais dépendre de l'aide. C'est-à-dire, aucun pays qui se respecte ne peut absolument jamais dépendre de l'aide, quelle que soit sa nature. Ce pays-là peut solliciter de l'aide en cas de cataclysme naturel. Oui, on sollicite l'aide de la communauté, la fameuse communauté dite internationale, oui. S'il y a un cataclysme naturel. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes élu. C'est-à-dire, vous avez des gens, nous avons une élection qui se profile à l'horizon, je crois, en octobre 2025. Alors, vous avez des candidats qui seront élus sur la base d'un projet politique qui sera proposé aux populations. Tout à fait. Et c'est sur la base de ce projet politique que vous apportez des solutions aux problèmes des populations. Ce n'est pas sur la base, et puis dans votre projet politique, je crois qu'il n'existe jamais un volet consacré à l'aide internationale, qu'elle soit financière ou autre. Il faut qu'on soit sérieux. Ça veut tout simplement dire, et si nous avons de telles propositions au travers d'un candidat, ça veut dire que c'est un très mauvais candidat. Et Dieu seul sait qu'on en aura certainement. La seconde chose, je crois qu'il va falloir créer des dynamiques endogènes pour régler des questions qui relèvent, n'est-ce pas, de la gestion de certains pouvoirs délégués par l'État à certaines ONG, par les ONG qui travaillent pour des officiers internationaux. Parce qu'elles sont pleines sur le continent, qui travaillent pour les officiers internationaux. Ensuite, tout à l'heure, Yamla l'a indiqué, de manière quelquefois inconsciemment, nous donnons la quintessence des informations stratégiques aux ennemis, à ceux qui pourront être demain nos ennemis. Les questions d'identitaire, c'est géré par des étrangers, des sociétés étrangères. Les sociétés, les questions stratégiques en ce qui concerne par exemple l'énergie, oui. L'eau, la communication, c'est à des sociétés étrangères. Ça veut dire qu'ils peuvent vous créer un problème. Des questions de sécurité, vous avez des conseillers militaires qui sont dans différents ministères et qui sont en même temps aussi, qui sont aussi des espions. Parce qu'ils ne sont pas là pour ça et parce qu'ils connaissent votre politique en matière de sécurité, en matière de défense, ils connaissent le type d'armement dont vous disposez. Ils participent même, ils assistent à vos réunions stratégiques, les fameux conseils militaires. Les ONG, qu'elles soient américaines, canadiennes, françaises et consorts, Union européenne, ne sont pas là pour les beaux yeux des Africains. Ce sont des relais géopolitiques. Ce sont des relais géopolitiques et diplomatiques de ces États-là. Elles ne sont pas là pour faire le job que vous pensez qu'elles viennent faire. Non. C'est archi faux. Autrement dit, je crois qu'aujourd'hui, si c'était travailler au rayonnement des États où elles prétendent mener les activités, oui. Je crois qu'Haïti serait depuis sorti de l'ornière. Mais au lieu de ça, que vient de faire Trump du côté d'Haïti? Mais Trump vient carrément d'annuler le soutien des États-Unis par rapport à la force multinationale qui a été engagée là-bas par son prédécesseur. Ce qui remet donc en débat, n'est-ce pas, la question que nous sommes posées il y a quelques mois sur n'est-ce pas, l'engagement du Kenya dans cette affaire-là. Dans cette affaire. Parce que c'est les États-Unis qui payaient le salaire des policiers kenyans. Maintenant que, n'est-ce pas, c'est une parenthèse bien sûr, maintenant que le Kenya, maintenant que les États-Unis se sont désengagés au travers de l'administration Trump, que va-t-il se passer? Est-ce que le Kenya va rester? Naturellement, le Kenya ne peut pas rester. Déjà, il s'est posé des problèmes d'arriérés de salaire de ces personnels-là, de ces policiers mobilisés. Bien évidemment. À peine arrivé, bien évidemment. Il était même annoncé un deuxième contingent de ces policiers kenyans
en Haïti. Maintenant, donc, Trump a décidé de la suspension de l'appui budgétaire. Eh bien, que va-t-il se passer? Bien évidemment, il va se passer qu'on n'avait pas souhaité pour le Kenya. C'est-à-dire laisser les États-Unis et la France d'assurer le service après-vente des dégâts qu'ils ont commis en Haïti. Point barre. Donc, le Kenya a beaucoup de problèmes sur son territoire pour aller s'impliquer, aller se mettre dans une situation complexe. Et je crois qu'une fois de plus, les événements nous ont donné raison. Pour sortir, Madame Siké, oui. Les ONG étrangères qui sont sur le continent africain n'ont pas leur place ici. Est-ce qu'il existe une ONG en Corée du Nord? Je ne pense pas. À moins qu'ils soient mal informés. Pour mener quelle activité? Existe-t-il des ONG en Russie? En existe-t-il du côté de l'Arabie Saoudite? Oui. Au Qatar? Je ne suis pas certain. Mais il n'y a que sur le continent africain où vous avez des individus qui nourrissent, n'est-ce pas, des projets de recolonisation et d'intervention militaire, où vous en avez justement qui pullulent. Et vous en avez même qui n'ont jamais foulé ces ONG, le seul africain, mais qui vous font des rapports au quotidien. Je parle de Human Rights Watch, International Crisis Group, Transparency International, entre autres. Ils n'ont jamais, au grand jamais, foulé le sol africain, mais ils font des rapports chaque année sur la situation humanitaire, politique, démocratique et consorts. Qui financent donc ces ONG? C'est les mêmes gens qui financent ces ONG et qui sont souvent au cœur des projets de déstabilisation de nos États, d'instrumentalisation, de manipulation des masses. Oui. Parce que généralement, c'est les rapports qui sont fabriqués par ces ONG, non seulement ne reflètent aucune réalité que vous et moi nous connaissons, et en général, ce sont des rapports à charge. Or, un rapport doit être équilibré, présenter la situation réelle. Et puis, à qui remettre ces ONG-là, ces rapports? C'est la question de fond. Et pour quel dessein? Voilà. Pour quel but? À qui ces ONG remettent ces rapports? Pour quel but? Oui. Donc, je crois que c'est une question, c'est des questions essentielles. Maintenant, la suspension temporaire et que nous souhaitons définitive de l'USAID, enfin, du moins de ces activités, doit pouvoir permettre à nos gouvernants de travailler et non dépendre ou bien cacher leur incompétence dans l'assistance internationale. Il faut que nos gouvernants, parce qu'ils sont élus pour ça, travaillent à apporter des solutions aux problèmes de leur population, du point de vue des infrastructures de base, des questions relevant de la santé publique, des questions relevant de ses compétences, n'est-ce pas, de ses compétences régaliennes, c'est-à-dire l'éducation, par exemple, les questions de développement. Donc, du progrès économique. Cela ne relève pas, n'est-ce pas, des ONG internationales, cela relève des obligations, des missions régaliennes d'un dirigeant qui a été élu par ces populations. Merci à vous, monsieur Aïssi. Nous allons terminer avec vous, docteur Yamtimba, pour les quelques minutes qui nous restent pour sortir effectivement une opportunité peut-être pour nos gouvernants ou nos États de reprendre en main un certain nombre de choses. Comme nous n'avons aucune assurance qu'ils pourraient le faire, puisque de toute façon ils sont là, ils ne l'ont pas fait, parce que ceux qui ont voulu se passer de l'aide américaine l'ont fait et n'ont pas attendu que l'USAID soit suspendu ou fermé. Nous appelons les Africains à rejoindre notre programme 10 000 dirigeants panafricanistes pour reprendre les choses en main. Nous avons un continent à unir, à bâtir, à développer, à sécuriser. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est extrêmement important. Je crois qu'il y a des moments dans l'histoire qui nous révèlent ce que tout le monde savait, parce qu'au fond, ce qu'on dit ici, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais c'était la théorie du complot. Oh, ces aboyeurs panafricanistes, ils racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, on découvre qu'on ne racontait pas n'importe quoi et qu'on avait simplement essayé d'attirer l'attention de nos peuples sur ce qui se passait réellement dans le monde. Et
ce n'est que... Il faut savoir que le renseignement et les opérations sous couverture de ces pays sont exécutées par un réseau, un tissu, un ensemble d'agences et de sous-agences et de partenaires qui ressemblent à un oignon. Et l'USAID n'en est qu'une pelure. Et l'oignon, ça a énormément de pelures. Donc, n'allons pas croire que les problèmes sont réglés. Non, pas du tout. En réalité, les Américains sont dans une reconfiguration de leur logiciel, de leur système de contrôle sur le monde. Et même si ça ne vise pas tout de suite spécifiquement l'Afrique, mais anticipe quand même pour pouvoir contrôler les flux de matières premières et les flux de marchandises entre l'Asie et l'Afrique, eh bien, il faut savoir que cette guerre économique qui va être brutale, violente entre les États-Unis et la Chine va affecter l'Afrique. Aux Africains de s'en prémunir et de savoir que si les circuits, j'ai entendu un certain nombre de chefs d'État, de gouvernement et de ministres particulièrement bizarres dire que leur pays avait des problèmes du fait de la perturbation des circuits logistiques internationaux liés au conflit en Ukraine, etc. Là, c'était encore l'échauffement. Le vrai match va commencer. Et je ne sais pas du tout où est-ce que ce qu'ils vont raconter, comment ils vont justifier leur incapacité à gérer leur pays et à les sortir de l'ornière, à les sortir de la misère. Parce que, croyez-moi, les perturbations vont être encore pires. Vous entendez parler du canal de Panama, vous pensez que c'est un jeu? Vous entendez les droits de douane monter en hausse à gauche à droite, vous croyez que c'est un jeu? Hier, il y a eu l'une des plus grosses entreprises de distribution d'agrumes et de salades, le laitue du Canada, qui a annulé des commandes de plusieurs dizaines, de plusieurs millions de dollars, parce qu'il faisait près de 5 millions de dollars de commandes chaque semaine à des entreprises américaines. Imaginez bien qu'il va y avoir du chômage technique aux États-Unis, il va y avoir des pertes d'emplois et que le Canada va devoir revoir les choses. Donc ce bouleversement qui va se produire et qui vient de commencer aux États-Unis, certains sont là à dire oui, Trump va se casser la figure. Pour moi qui suis africain, je ne lui souhaite rien du tout, ni qu'il se fasse la figure, ni qu'il réussisse. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il fasse des choses qui constituent, qui créent des opportunités pour moi l'Africain et que je puisse les saisir en tant qu'Africain et que nous puissions, le moment venu, et les construire ce qu'il faut construire et anticiper sur les risques systémiques que cela pose à nos pays. Nous ne pouvons pas, face à des agences qui peuvent aligner 40 milliards de dollars de budget, penser que nos pays africains pourraient résister. Nous ne pouvons résister que si nous sommes unis. Et cette unité dont Kwame Nkrumah nous parlait, pour laquelle les Oumyaba ont travaillé, que Cheikh Anta Diop a rappelé, eh bien, nous devons la construire aujourd'hui. Notre génération ne peut pas se permettre le luxe de laisser que nos pays, dans la nouvelle configuration qui arrive avec des personnes aussi brutales que Elon Musk, on n'est pas l'homme le plus riche du monde en étant copain avec tout le monde. Hein. Et s'il est capable de dire que le gouvernement sud-africain a des lois racistes en matière foncière, alors qu'on sait que les lois foncières de l'Afrique du Sud sont même très tolérantes au regard de l'apartheid et du passé colonial de l'Afrique du Sud, oui. Vous comprenez que quand il faudra écraser un pays africain, ce sera avec une brutalité inouïe. Nous devons nous protéger. Le seul moyen, l'AES montre la voie. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous unir, coaliser nos forces et nous donner des objectifs communs. C'est de cette façon-là que nous échapperons au rouleau compresseur des agences comme l'USAID et de la nouvelle configuration que les Américains veulent donner à leur projection sur le monde. Merci à vous, Dr Yamtimba. Merci une fois de plus à Albert Anatola ici. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de votre programme For You Matin sur For You Media Africa. On vous souhaite donc une très très belle journée. Restez en compagnie de nos programmes. On se retrouve demain pour d'autres thématiques, un autre panel.